Ses pattes saignantes s'enfoncent dans les cendres encore chaudes de la forêt carbonisée, mais la mère lynx avance sans faiblir, ignorant la douleur et la faim qui tenaillent son corps amaigri. Les sauveteurs qui l'observent ne comprennent pas encore pourquoi cette mère risque sa vie chaque jour pour retourner dans cet enfer calciné, jusqu'à ce qu'un faible miaulement, presque imperceptible, brise le silence morbide des ruines fumantes. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Le ciel, d'un gris sombre, surplombait la forêt dévastée. Des volutes de fumée s'échappaient encore par endroits, dansant parmi les troncs noircis qui se dressaient comme des sentinelles silencieuses d'un monde autrefois vibrant de vie. L'incendie avait tout ravagé sur son passage, ne laissant derrière lui qu'un paysage lunaire de cendres et de désolation. Les arbres centenaires, autrefois majestueux, n'étaient plus que des squelettes calcinés pointant leurs branches dénudées vers le ciel, comme pour implorer une pluie qui aurait dû venir plus tôt. Dans ce décor apocalyptique, le capitaine Marc Lefebvre, 42 ans, dirigeait son équipe de pompiers forestiers avec l'efficacité que confèrent 20 années d'expérience. Son visage, marqué par la fatigue et noirci par la suie, trahissait le combat acharné qu'il menait depuis 5 jours contre les flammes dévastatrices qui avaient englouti plus de 3000 hectares du parc national des Cévennes. Secteur Est sécurisé, pas de reprise de feu détectée, annonça la voix grésillante d'Émilie Dubois dans la radio accrochée à sa ceinture. Sa collègue, une jeune recrue pleine de détermination, supervisait l'une des équipes chargées de patrouiller pour détecter d'éventuelles reprises. « Bien reçu, Émilie. Continuez la surveillance et signalez toute anomalie, » répondit Marc en essuyant la sueur de son front d'un revers de manche. Il consulta sa montre. 16h37. Le soleil commencerait bientôt sa descente, rendant le travail de surveillance plus complexe dans les heures à venir. C'est alors qu'il la vit pour la première fois. Une silhouette furtive se déplaçait avec précaution entre les troncs calcinés, à environ 50 mètres de leur position. Son pelage roux tacheté contrastait violemment avec le noir omniprésent du paysage brûlé. Un lynx, une femelle, à en juger par sa taille et ses mouvements. L'animal s'arrêta soudain comme figé, ses oreilles pointues dressées en alerte, ses yeux dorés scrutant intensément les humains qui avaient envahi son territoire. « Thomas, regarde !» murmura Marc à son adjoint qui vérifiait l'équipement à quelques pas. Un lynx roux. Thomas Moreau, biologiste de formation avant de devenir pompier forestier, ajusta ses lunettes et observa l'animal avec attention. C'est rare d'en voir s'aventurer si près des humains, surtout après un incendie, remarqua-t-il, sa voix trahissant une pointe d'inquiétude. Elle devrait fuir vers les zones non touchées par le feu. Pourtant, le félin ne montrait aucun signe de fuite. Au contraire, après avoir observé les deux hommes pendant quelques secondes, elle reprit sa progression méthodique, le museau près du sol, comme si elle suivait une piste invisible parmi les cendres. Ses pattes laissaient des empreintes discrètes dans la couche de suie qui recouvrait le sol de la forêt. « On dirait qu'elle cherche quelque chose », murmura Thomas, dont la curiosité scientifique était piquée au vif. Marc acquiesça silencieusement. 20 ans à parcourir les forêts lui avaient appris à respecter la vie sauvage et à reconnaître les comportements inhabituels. Et celui-ci l'était assurément. La femelle lynx semblait déterminée, presque obsessionnelle dans sa quête mystérieuse. Les deux hommes observèrent l'animal jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les ombres grandissantes du soir. Marc sentit une étrange préoccupation l'envahir, sans pouvoir l'expliquer. Ce n'était pas dans ses habitudes de s'inquiéter pour la faune sauvage. La nature suivait son cours, impitoyable parfois, mais toujours résiliente. Pourtant, l'image de ce lynx solitaire, cherchant obstinément parmi les ruines fumantes de son habitat, le troublait profondément. Le lendemain matin, alors que l'aube teintait le ciel de rose pâle, Marc retrouva son équipe pour le briefing quotidien. La nuit avait été calme,
sans reprise significative du feu. L'incendie était désormais maîtrisé à 90%, mais la vigilance restait de mise. Les braises pouvaient couver pendant des jours sous la cendre, attendant qu'une bourrasque de vent les ravive. Nous maintenons les patrouilles sur les secteurs ouest et sud, annonça-t-il au groupe de pompiers rassemblés autour de la carte étalée sur le capot du véhicule de commandement. Les équipes de surveillance aérienne nous signalent encore quelques points chauds ici et là, ajouta-t-il en indiquant plusieurs zones marquées en rouge sur la carte. Alors qu'il terminait de donner ses instructions, un mouvement attira son attention à la lisière de la zone dévastée. Le lynx était revenu, sa silhouette gracieuse se détachant contre le paysage désolé. Il semblait encore plus déterminé que la veille, ses mouvements précis et méthodiques alors qu'il explorait une zone particulière, grattant parfois le sol de ses pattes avant. « Le voilà qui revient », dit Thomas, qui avait suivi le regard de son supérieur. « C'est étrange, il devrait avoir quitté la zone depuis longtemps. » Sophie Laurent, vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage et détachée auprès des pompiers pour évaluer l'impact de l'incendie sur les animaux, s'approcha d'eux, intriguée par leur conversation. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle en suivant leur regard. Quand elle aperçut le lynx, son visage s'illumina d'intérêt professionnel. « Un lynx roux, c'est une femelle ?» « On pense que oui, » répondit Marc. « On l'a vue hier aussi, au même endroit. Elle semble chercher quelque chose. » Sophie fronça les sourcils, son expression passant rapidement de la curiosité à l'inquiétude. À cette période de l'année, les femelles ont généralement des petits, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour ses collègues. Puis, se tournant vers Marc, « Je peux l'observer de plus près ?» Marc hésita un instant. La sécurité de son équipe était sa priorité, et s'approcher d'un prédateur sauvage, même de taille moyenne comme un lynx, comportait toujours des risques. « D'accord, mais avec précaution. Thomas, accompagne-la. Gardez vos distances et ne perturbez pas l'animal. » Sophie acquiesça, reconnaissante, et prépara rapidement son équipement. Jumelles, appareil photo à zoom puissant et petit carnet pour prendre des notes. Thomas et elle s'approchèrent lentement, en faisant attention à rester sous le vent pour ne pas que leur odeur n'alerte le félin. À environ 30 mètres de l'animal, ils s'arrêtèrent et s'accroupirent derrière un tronc brûlé. Sophie ajusta ses jumelles et observa attentivement le comportement du lynx pendant plusieurs minutes. Son expression devint de plus en plus grave au fil de son observation. « Elle cherche ses petits », murmura-t-elle finalement, sa voix tremblante d'émotion. Thomas la regarda, surpris par son affirmation catégorique. « Comment peux-tu en être sûr ? Son comportement est caractéristique. Regarde comme elle s'arrête régulièrement pour écouter, comme elle gratte le sol à certains endroits précis. Elle revient à un territoire qu'elle connaît où elle se sentait en sécurité, où devaient se trouver ses petits. » Sophie baissa ses jumelles, le visage assombri. « C'est déchirant. Si ses petits étaient dans la zone quand l'incendie s'est déclaré... » Elle n'acheva pas sa phrase, mais Thomas comprit. Les chances de survie des jeunes lynx, probablement âgés de quelques semaines seulement, étaient pratiquement nulles face à la furie des flammes qui avaient ravagé la forêt. Pendant 3 jours, le même scénario se répéta. La femelle lynx revenait inlassablement dans la zone brûlée, cherchant désespérément ce qu'elle avait perdu. Son pelage, autrefois éclatant, était désormais terne et maculé de suie. Elle semblait avoir maigri, probablement trop préoccupée par sa recherche pour chasser correctement. Le 4e jour, alors que Marc supervisait les dernières opérations de sécurisation du secteur nord, il reçut un appel radio de Sophie. « Marc, il faut que tu viennes voir ça. Secteur Est, près du grand chêne calciné. C'est important. » Quelque chose dans sa voix, une urgence, une émotion contenue, poussa Marc à réagir immédiatement. Il sauta dans son véhicule et parcourut rapidement la piste forestière qui menait au point indiqué.
En arrivant, il trouva Sophie et Thomas immobiles, observant quelque chose au pied d'un énorme chêne dont il ne restait plus qu'un tronc noirci, éventré par la chaleur intense de l'incendie. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» demanda-t-il en s'approchant. Sophie se tourna vers lui, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle pointa simplement du doigt. Là, dans une cavité à la base du tronc, partiellement protégée par les racines massives de l'arbre, se trouvaient les restes de ce qui avait dû être un nid douillet pour de jeunes lynx. Des touffes de fourrure rousse, des petits os, et ce qui ressemblait à des restes de proie apportés par la mère. C'était sa tanière, expliqua Sophie d'une voix brisée. C'est là qu'elle avait mis ses petits à l'abri. Elle a dû être prise par surprise par l'incendie, peut-être partie chasser. Marc sentit sa gorge se nouer. 20 ans de service ne l'avaient pas endurci face à certaines tragédies de la nature. Il imaginait la détresse de cette mère, revenant à l'endroit où elle avait laissé ses petits, ne trouvant que désolation et cendres. Le silence qui suivit leur découverte était presque palpable. Marc, Sophie et Thomas restèrent immobiles devant la tanière dévastée, comme pour rendre un hommage tacite à la vie sauvage qui s'était éteinte ici. Même les bruits de la forêt semblaient s'être tus, seul le craquement occasionnel d'un tronc brûlé venait rompre cette quiétude solennelle. « Combien y en avait-il à ton avis ?» demanda finalement Marc, sa voix à peine audible. Sophie s'accroupit pour examiner plus attentivement les restes, prenant soin de ne rien toucher. Probablement 2 ou 3. Les lynx roux ont généralement des portées de 2 à 4 petits, répondit-elle, son professionnalisme reprenant momentanément le dessus sur son émotion. Ils devaient avoir quelques semaines seulement, trop jeunes pour s'échapper par eux-mêmes. Thomas secoua la tête, visiblement affecté. Et elle continue de revenir. Elle ne comprend pas qu'ils ne sont plus là. Elle comprend, corrigea doucement Sophie. Les prédateurs ont un instinct maternel très développé. Elle sait probablement qu'ils sont morts. Mais l'accepter, c'est autre chose. Le lien entre une mère et ses petits transcende parfois la simple logique animale. Marc sortit sa radio pour informer le reste de l'équipe de leur découverte, mais s'arrêta soudain. Un mouvement furtif à la périphérie de son champ de vision avait attiré son attention. Il fit signe aux autres de rester immobiles. À environ 20 mètres de leur position, partiellement dissimulée derrière un amas de branches carbonisées, la femelle lynx les observait. « Elle nous a suivis », murmura Thomas. Le félin restait parfaitement immobile. Seuls ses yeux dorés trahissaient sa présence. Son regard semblait fixé non pas sur les humains, mais sur ce qu'ils avaient découvert, la tanière détruite où s'étaient trouvés ses petits. « Reculons lentement », conseilla Sophie. « Laissons-lui l'espace dont elle a besoin. » Pas à pas, ils s'éloignèrent de l'arbre calciné, sans quitter des yeux la silhouette tapie dans l'ombre. Une fois qu'ils furent à bonne distance, la femelle lynx s'avança avec précaution, chaque mouvement empreint d'une grâce féline que même la tragédie n'avait pu lui ôter. Elle s'approcha de la tanière, renifla longuement les restes, puis s'assit simplement devant l'ouverture du tronc, comme montant une garde silencieuse. Sophie étouffa un sanglot face à cette scène déchirante, et même les 2 hommes, pourtant habitués aux dures réalités de leur métier, sentirent l'émotion les étreindre. « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» demanda Thomas, exprimant la pensée qui occupait leur esprit à tous. Sophie essuya ses larmes d'un revers de main. « Pas grand-chose, malheureusement. C'est un animal sauvage. La meilleure chose à faire est de lui laisser l'espace et le temps nécessaire pour faire son deuil. » Et ensuite, insista Marc, elle est affaiblie, désorientée. Son territoire a été détruit. Quelles sont ses chances de survie? La vétérinaire fronça les sourcils, considérant la question. Les lynx roux sont résilients et celui-ci est adulte, expérimenté. Si elle arrive à surmonter le traumatisme et recommence à chasser correctement, elle pourrait survivre.
Mais elle devra probablement migrer vers des zones non touchées par l'incendie, ce qui signifie potentiellement des conflits territoriaux avec d'autres prédateurs. Ils retournèrent au camp de base en silence, chacun plongé dans ses pensées. L'image de la mère lynx veillant sur les restes de ses petits les hantait. Cette histoire, parmi toutes les conséquences désastreuses de l'incendie, semblait cristalliser la tragédie silencieuse qui se jouait pour la faune locale. Le soir venu, alors que l'équipe se réunissait autour d'un repas frugal, Sophie partageait avec les autres membres ses connaissances sur les lynx roux des Cévennes. C'est une espèce protégée mais relativement commune dans nos forêts, expliquait-elle, son assiette à peine touchée. Ils sont discrets, principalement nocturnes, et évitent généralement tout contact avec les humains, ce qui rend le comportement de notre femelle d'autant plus inhabituel. Peut-être devrions-nous alerter l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, suggéra l'un des pompiers. Il pourrait envoyer une équipe pour la capturer et la relocaliser dans un habitat plus favorable. Sophie secoua la tête. Je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Le stress de la capture pourrait aggraver son état. Et puis, si nous intervenons chaque fois qu'un animal sauvage traverse une épreuve, où traçons-nous la limite? Mais nous sommes responsables de ce qui lui arrive, intervint Marc, surprenant tout le monde par la véhémence de son ton. Cet incendie, il n'était pas naturel. C'est un mégot de cigarette jeté négligemment qui en est la cause. Un acte humain irresponsable. Nous avons peut-être une responsabilité dans ce cas précis. Un silence pensif suivit sa déclaration. Il avait touché une corde sensible. La frontière entre laisser la nature suivre son cours et intervenir quand l'humain était la cause du déséquilibre n'était pas toujours facile à définir. « Écoutez, » reprit Sophie après un moment, « je propose un compromis. Continuons à observer son comportement pendant quelques jours. Si elle ne montre pas de signes d'amélioration, si elle continue à négliger de se nourrir ou présente des signes de détresse excessive, alors nous pourrons envisager une intervention, mais donnons-lui d'abord une chance de surmonter cela par elle-même. » La proposition fut acceptée, et pendant les jours qui suivirent, en parallèle des opérations de sécurisation et de nettoyage, une attention particulière fut portée au lynx roux. Sophie organisait des rotations pour que quelqu'un puisse l'observer discrètement à différents moments de la journée, notant méticuleusement son comportement dans un carnet dédié. Le 5e jour après leur découverte de la tanière, alors que l'aube commençait à peine à teinter le ciel de rose, Marc effectuait son tour de surveillance. L'air était frais, presque froid, et une légère brume s'élevait du sol humide de rosée. Il s'était positionné sur une petite colline qui offrait une vue dégagée sur la zone où le lynx avait établi son nouveau quartier général, jamais loin de la tanière détruite. Ce matin-là, cependant, la femelle n'était pas à son poste habituel. Marc scruta les environs avec ses jumelles, inquiet. Avait-elle finalement abandonné sa veille funèbre? S'était-elle éloignée pour chasser, ou avait-elle définitivement quitté la zone? Un mouvement attira soudain son attention, non pas près de la tanière, mais plus loin dans la forêt brûlée. La femelle lynx progressait lentement, son attention focalisée sur quelque chose au sol. Marc ajusta ses jumelles et retint son souffle. Le félin semblait suivre une piste, son museau près du sol, ses oreilles pointues dressées en alerte constante. Pendant près d'1 heure, Marc observa sa progression méthodique à travers les cendres. Elle s'arrêtait parfois, reniflait intensément, puis reprenait sa route, toujours dans la même direction générale, s'éloignant de plus en plus de la tanière détruite. Intrigué, Marc décida de la suivre à distance respectable. Il se déplaçait avec précaution, restant sous le vent pour que son odeur ne l'alerte pas, et gardant une distance d'au moins 50 mètres. La piste les mena jusqu'à une zone où l'incendie avait été particulièrement violent, à en juger par les arbres complètement calcinés et l'absence totale de végétation au sol. Le lynx s'arrêta soudain, ses muscles tendus, sa posture trahissant une concentration intense. Puis, sans avertissement, elle bondit vers un amas de branches tombées et de troncs effondrés.
Marc leva ses jumelles, le cœur battant. Qu'avait-elle trouvé? Une proie? Un danger? Ce qu'il vit le figea sur place. La femelle lynx grattait frénétiquement les débris, poussant de côté branches et écorces calcinées avec une détermination féroce. Et puis, un son, faible, presque imperceptible, mais que les oreilles expérimentées de Marc identifièrent immédiatement. Un miaulement de jeune félin. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Était-ce possible? Un de ses petits aurait-il pu survivre à l'enfer de l'incendie? Sans réfléchir davantage, Marc saisit sa radio. Sophie, Thomas, venez immédiatement au secteur des 7. Je crois que le lynx a retrouvé un de ses petits, vivant. Il continua d'observer, fasciné, alors que la femelle redoublait d'efforts pour dégager ce qui semblait être une petite cavité sous les débris. Et puis, il le vit. Une minuscule boule de fourrure tachetée, couverte de suie mais indéniablement vivante, émergeant des décombres alors que sa mère le tirait doucement par la peau du cou. La mère déposa le chaton au sol et commença immédiatement à le lécher vigoureusement, nettoyant la suie et les cendres de son pelage, tout en le stimulant. Le petit semblait faible mais réactif, ses petites pattes s'agitant faiblement alors que sa mère le toilettait avec une tendresse féroce. Marc sentit une émotion indescriptible l'envahir. Après tant de destruction, tant de pertes, ce minuscule miracle semblait porter en lui toute la promesse de renaissance de la forêt elle-même. Lorsque Sophie et Thomas arrivèrent, essoufflés et anxieux, Marc leur montra silencieusement la scène qui se déroulait à quelques dizaines de mètres. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent d'incrédulité, puis s'emplirent de larmes, de joie cette fois. « C'est incroyable », murmura Sophie, n'osant pas élever la voix de peur de perturber la scène extraordinaire qui se déroulait devant eux. Comment a-t-il pu survivre? Thomas, dont l'esprit analytique cherchait toujours des explications rationnelles, examina attentivement la structure de débris d'où le chaton avait été extrait. « Regarde la configuration, » dit-il doucement. Ces troncs effondrés ont dû former une sorte de poche d'air, et cette zone est proche d'un petit ruisseau. L'humidité du sol a peut-être aidé à modérer la température pendant l'incendie. Marc acquiesça, mais son attention restait fixée sur le petit miracle de survie. Le chaton, bien que visiblement affaibli, répondait aux soins de sa mère. Ses petits yeux à peine ouverts tentaient de se focaliser sur le monde autour de lui, tandis que ses pattes minuscules pétrissaient l'air instinctivement. « Combien de temps a-t-il pu rester piégé là ?» demanda Marc. Sophie, qui n'avait pas quitté des yeux la scène, secoua la tête avec émerveillement. Les chatons de cet âge ne peuvent pas réguler leur température corporelle aussi efficacement que les adultes. Sans nourriture ni eau, dans des conditions normales, ils n'auraient pas dû survivre plus de 48 heures. Elle fit une pause, cherchant ses mots. C'est comme si quelque chose le maintenait en vie jusqu'à ce que sa mère le retrouve. Les trois observateurs restèrent silencieux pendant un long moment, témoins d'un de ces rares instants où la nature semblait défier toute logique, toute attente. La femelle lynx avait terminé le toilettage minutieux de son petit et commençait maintenant à le stimuler en le léchant doucement, encourageant son système digestif et sa circulation sanguine. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Thomas. « Il a l'air tellement faible et il n'y a pratiquement rien à chasser dans cette zone dévastée. » Sophie fronça les sourcils, son inquiétude professionnelle prenant le dessus. « C'est vrai. Le chaton est clairement déshydraté et affamé, et la mère doit être épuisée après des jours de recherche sans se nourrir correctement. On doit intervenir, » affirma Marc avec une conviction soudaine. Pas pour les capturer ou interférer directement, mais pour leur donner une chance. Thomas et Sophie le regardèrent, surpris par sa détermination. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda Sophie, sa voix mêlant curiosité et appréhension. « On pourrait déposer de la nourriture et de l'eau à proximité.
juste assez pour les aider à reprendre des forces, et peut-être installer un abri temporaire, quelque chose qui les protégerait des éléments pendant que la forêt se régénère. Les yeux de Sophie s'illuminèrent à cette idée. Une intervention minimale, juste pour compenser les dégâts causés par l'activité humaine. Ça pourrait fonctionner. Elle réfléchit un instant. J'ai des contacts au centre de réhabilitation de la faune sauvage de Montpellier. Ils pourraient nous fournir de la nourriture adaptée sans que nous ayons à passer par les canaux officiels. Thomas, toujours pragmatique, exprima ses réserves. Et si on crée une dépendance, ces animaux sont censés être sauvages. Pas de risque si on procède correctement, le rassura Sophie. On ne leur donnera que le strict minimum et uniquement pendant la période critique. Une fois que le chaton aura repris des forces et que la mère recommencera à chasser efficacement, on réduira progressivement l'aide jusqu'à la supprimer complètement. Marc hocha la tête, satisfait. Alors c'est décidé, on commence dès aujourd'hui. Ils se retirèrent discrètement, laissant la mère et son petit en paix. De retour au camp de base, ils partagèrent leur découverte avec le reste de l'équipe, suscitant un mélange d'émerveillement et de scepticisme. Certains collègues considéraient que toute intervention, même bien intentionnée, constituait une entorse aux protocoles établis. D'autres voyaient dans cette situation exceptionnelle une justification suffisante pour agir. « Je prends l'entière responsabilité de cette décision », déclara finalement Marc, mettant fin au débat. « Si des questions sont posées, je répondrai personnellement de nos actions. » L'après-midi même, Sophie revint de la ville voisine avec un petit coffre isotherme contenant de la viande fraîche, spécifiquement préparée pour correspondre au régime naturel d'un lynx. Elle avait également apporté des compléments nutritionnels qui pourraient être mélangés à l'eau pour aider le chaton à récupérer plus rapidement. Les spécialistes du centre m'ont donné des conseils précis, expliqua-t-elle en déballant le matériel. La viande doit être déposée à la tombée de la nuit, quand les lynx sont naturellement plus actifs, et on doit absolument minimiser notre présence, déposer rapidement la nourriture, puis s'éloigner sans laisser trop d'odeurs humaines. Thomas, dont les réserves initiales s'étaient transformées en soutien prudent, avait pendant ce temps fabriqué un petit abri à partir de matériaux naturels, branches récupérées dans les zones non brûlées, mousse et feuillage assemblés pour créer une structure discrète mais efficace contre la pluie et le vent. J'ai pensé à quelque chose qui ressemblerait à un abri naturel, expliqua-t-il en montrant son œuvre. Quelque chose que le lynx pourrait identifier comme un refuge sans le percevoir comme une structure artificielle. À la tombée du jour, les trois collègues retournèrent à proximité de l'endroit où ils avaient observé la mère et son petit. Ils se déplaçaient avec une précaution extrême, conscients que la moindre perturbation pourrait effrayer le félin déjà traumatisé et l'inciter à déplacer son petit vers un lieu moins sûr. Le lynx n'était pas visible, probablement caché avec son chaton dans un recoin protégé à proximité. C'était l'occasion parfaite. Thomas installa discrètement l'abri dans un endroit stratégique, à l'abri des vents dominants et près d'un affleurement rocheux qui offrait une protection naturelle supplémentaire. Sophie déposa la viande et un petit récipient d'eau enrichi à l'entrée de l'abri, suffisamment en évidence pour que l'odorat aiguisé du lynx les détecte, mais pas trop pour ne pas attirer d'autres prédateurs. Leur mission accomplie, ils se retirèrent rapidement et établirent un poste d'observation à bonne distance, utilisant un équipement de vision nocturne pour suivre les événements sans perturber les animaux. L'attente fut longue. Pendant près de 2 heures, rien ne bougea autour de l'abri improvisé. Puis, alors que la nuit était complètement tombée, un mouvement furtif attira leur attention. La femelle lynx émergeait lentement des ombres, son petit fermement tenu dans sa gueule. Elle s'arrêta plusieurs fois, humant l'air avec méfiance, ses yeux brillant dans l'obscurité comme 2 lampes ambrées. « Elle nous a sentis », murmura Sophie déçue. « Elle va partir. » Mais contre toute attente,
Après une hésitation qui sembla durer une éternité, le félin s'approcha de l'abri. Elle déposa délicatement son chaton à l'entrée, puis inspecta méticuleusement la structure, reniflant chaque branche, chaque feuille. Son attention se porta ensuite sur la nourriture. Avec une prudence extrême, elle renifla la viande, la touchant délicatement du bout de la patte avant de se décider à goûter. Les 3 observateurs retinrent leur souffle. Si elle rejetait cette nourriture, leur plan tout entier risquait d'échouer. Le lynx prit une petite bouchée, puis une autre. Bientôt, poussée par la faim qu'elle avait ignorée pendant des jours, elle dévora la ration entière. Elle lapa ensuite l'eau enrichie, semblant apprécier son goût inhabituel. « C'est incroyable », souffla Thomas. « Elle accepte notre aide. »« Pas exactement », nuança Sophie. « Elle répond à une opportunité dans un environnement devenu hostile. C'est différent d'une acceptation consciente. » Une fois rassasiée, la femelle retourna vers son petit, le lécha affectueusement, puis, avec une délicatesse surprenante, le transporta à l'intérieur de l'abri. Quelques instants plus tard, les 2 silhouettes avaient disparu dans la structure protectrice. « Mission accomplie », déclara Marc avec un soulagement évident. « Maintenant, il faut être patient et discret. » Les jours suivants établirent une routine prudente. Chaque soir, à la même heure, l'équipe déposait une petite quantité de nourriture près de l'abri, puis se retirait rapidement. Ils avaient installé une caméra à détection de mouvement, suffisamment loin pour ne pas perturber les animaux, mais assez proche pour surveiller leur état. Les images récoltées étaient encourageantes. Le chaton, que l'équipe avait officieusement baptisé Phénix, montrait des signes d'amélioration quotidien. Sa démarche devenait plus assurée, ses mouvements plus vifs. La mère, quant à elle, reprenait visiblement des forces. Son pelage retrouvait progressivement son éclat, et elle commençait à s'aventurer plus loin de l'abri, explorant les environs à la recherche de proies. Une semaine après le début de leur intervention discrète, alors que Marc vérifiait les images de la caméra, il découvrit quelque chose qui le fit sourire largement. La femelle lynx avait déposé un petit lapin à l'entrée de l'abri, sa première chasse réussie depuis la tragédie. « C'est un excellent signe », confirma Sophie, lorsque Marc lui montra les images de la chasse réussie. « Elle reprend ses instincts naturels. C'est exactement ce que nous espérions. » Les opérations principales de lutte contre l'incendie étaient désormais officiellement terminées. L'équipe de pompiers forestiers avait commencé à se réduire, la plupart des membres retournant à leurs bases respectives. Seule une petite unité de surveillance restait sur place pour s'assurer qu'aucune reprise de feu ne surviendrait dans les semaines à venir. Marc avait manœuvré habilement pour que lui-même, Thomas et quelques autres membres sensibilisés à la cause du lynx fassent partie de cette équipe résiduelle. « Vous êtes sûr que personne ne posera de questions sur notre petit projet annexe ?» demanda Thomas, alors qu'il chargeait discrètement le matériel de surveillance dans l'un des véhicules. Marc haussa les épaules avec un demi-sourire. « Les rapports mentionnent simplement que nous effectuons un suivi de la faune post-incendie pour évaluer l'impact écologique, ce qui n'est pas faux, techniquement. » Sophie, qui avait obtenu un congé exceptionnel de la clinique vétérinaire où elle travaillait habituellement, consultait régulièrement les images et données collectées, établissant un dossier méticuleux sur la récupération du lynx et de son petit. « C'est fascinant », commentait-elle souvent, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur. « La vitesse à laquelle le chaton récupère est remarquable, et regardez comment la mère adapte son comportement pour compenser l'environnement hostile. » En effet, les enregistrements montraient que la femelle lynx avait développé de nouvelles stratégies de chasse, adaptées aux paysages dévastés. Là où la végétation luxuriante lui avait autrefois fourni un couvert parfait pour ses embuscades, elle utilisait maintenant les troncs calcinés et les amas de débris pour se dissimuler. Elle semblait également avoir élargi son régime alimentaire,
s'attaquant à des proies qu'elle aurait peut-être ignorées en temps normal. 2 semaines après le début de leur intervention discrète, un événement inattendu vint perturber leur routine. Alors que Marc et Thomas revenaient d'une tournée d'inspection matinale, ils aperçurent un véhicule inconnu garé près de leur camp de base. Une Jeep officielle de l'Office national des forêts, avec 2 agents en uniforme qui discutaient avec Sophie. « Problème en vue », murmura Thomas, alors qu'ils approchaient. Sophie les aperçut et leur fit un signe discret, indiquant qu'ils devaient jouer le jeu. Marc comprit immédiatement et adopta son expression la plus professionnelle alors qu'il s'avançait vers les nouveaux venus. « Capitaine Lefebvre », se présenta-t-il en tendant la main. « Je dirige l'équipe de surveillance post-incendie. »« Lieutenant Gabriel Moreau », répondit l'agent le plus âgé, un homme dans la cinquantaine au regard perçant. « Et voici ma collègue, Claire Dufresne. Nous sommes chargés d'évaluer les dommages écologiques et de planifier les opérations de reboisement. Mademoiselle Laurent nous expliquait justement votre projet d'observation de la faune, » ajouta l'agent Dufresne, une femme athlétique aux cheveux courts, dont le ton suggérait un certain scepticisme. Marc maintint son calme, bien que son cœur se soit accéléré. En effet, l'incendie a eu un impact considérable sur l'écosystème local. Nous avons pensé qu'il serait utile de documenter comment les espèces survivantes s'adaptent. L'agent Moreau hocha la tête, apparemment satisfait de cette explication. Une initiative louable. Avez-vous observé beaucoup d'activités jusqu'à présent? Marc et Sophie échangèrent un regard rapide. Mentir à des agents officiels n'était pas envisageable, mais révéler l'étendue complète de leur intervention pourrait créer des complications. Principalement des petits rongeurs et quelques oiseaux, répondit prudemment Marc. Et il hésita brièvement. Nous avons repéré un lynx roux qui semble avoir survécu à l'incendie. Les yeux de l'agent Moreau s'illuminèrent d'intérêt. Un lynx? C'est une excellente nouvelle. Ces animaux sont essentiels à l'équilibre de l'écosystème. Avez-vous pu déterminer s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle? Une femelle, intervint Sophie, décidant qu'une vérité partielle valait mieux qu'un mensonge complet. Elle semble s'être adaptée remarquablement bien aux conditions post-incendie. L'agent Dufresne, qui était restée silencieuse, scruta attentivement le visage de Sophie. « Vous êtes vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage, c'est bien ça? Qu'est-ce qui vous a amené spécifiquement sur ce site ?» La question, posée d'un ton neutre mais insistant, était clairement destinée à sonder les véritables motivations de leur présence prolongée. Sophie ne se laissa pas déstabiliser. « J'ai travaillé avec l'équipe de pompiers pendant la phase active de l'incendie pour traiter les animaux blessés que nous trouvions, » expliqua-t-elle. « Quand l'opportunité s'est présentée de participer à cette étude de suivi, j'ai immédiatement proposé mon expertise. C'est une occasion unique d'observer comment la faune réagit à un tel bouleversement de son habitat. » L'agent Dufresne sembla accepter cette explication, bien qu'une lueur de doute persistât dans son regard. « Je vois. Et ces observations, elles sont purement passives, je présume. Aucune intervention directe sur les animaux? » « Absolument, » confirma Marc, peut-être trop rapidement. « Simple observation à distance, avec caméra et jumelles. Nous sommes très conscients des protocoles à respecter concernant la faune sauvage. » L'agent Moreau sortit un carnet et prit quelques notes. « Vos observations pourraient être précieuses pour notre planification, particulièrement concernant ce lynx. Sa présence continue dans la zone pourrait influencer notre approche du reboisement. » Marc sentit une alarme silencieuse s'activer dans son esprit. « Le reboisement? Vous prévoyez de commencer bientôt? » « Plus tôt que prévu, en fait, » confirma Moreau. « Les fonds ont été débloqués en urgence, compte tenu de l'ampleur des dégâts. Les premières équipes arriveront dans moins d'1 semaine pour préparer le terrain. » Sophie ne put dissimuler son inquiétude. « Si vite ? Mais la faune n'a pas encore eu le temps de s'adapter ou de migrer naturellement. » « C'est précisément pourquoi vos observations sont importantes, » intervint l'agent Dufresne. «
Elle pourrait nous aider à identifier les zones où l'activité animale est la plus intense, afin de les perturber le moins possible. Après le départ des agents, Marc, Sophie et Thomas se réunirent dans la tente principale, visiblement préoccupés. « 1 semaine, répéta Sophie, incrédule. Phénix est encore trop jeune et fragile pour supporter un nouveau bouleversement. Thomas pianota nerveusement sur la table. Et que se passera-t-il quand des dizaines de travailleurs forestiers envahiront la zone? Notre petit arrangement discret ne passera pas inaperçu. Marc resta silencieux un moment, réfléchissant intensément. « Nous devons accélérer le processus, dit-il finalement. Aider la mère et le petit à devenir autosuffisants plus rapidement, puis les encourager à migrer vers une zone non touchée par l'incendie, suffisamment éloignée des futures opérations de reboisement. »« Est-ce que c'est même possible ?» demanda Thomas, sceptique. « On ne peut pas exactement leur dire où aller. » Sophie mordilla sa lèvre inférieure, perdue dans ses pensées. « Pas directement, non. Mais nous pourrions créer un corridor de ressources, déposer de la nourriture le long d'un chemin spécifique, menant vers une zone plus favorable. Les lynx sont intelligents, ils suivront naturellement les ressources disponibles. Et pour le chaton, insista Thomas, il est encore loin d'être autonome. Il progresse plus vite que prévu, répondit Sophie. Dans des circonstances normales, les chatons commencent à accompagner leur mère à la chasse vers l'âge de 3 mois. Phénix a déjà montré des comportements de jeu qui imitent les techniques de chasse. Avec un peu de chance, on n'a pas le luxe de compter sur la chance, coupa Marc. Il nous faut un plan B, au cas où le reboisement commencerait avant qu'il ne soit prêt à partir. Ils passèrent le reste de la journée à élaborer des stratégies, consultant des cartes de la région pour identifier les zones les plus propices à la réinstallation du lynx et de son petit. Une vallée située à environ 5 km au nord semblait particulièrement prometteuse. Épargnée par l'incendie, elle offrait une végétation abondante et un accès à l'eau, condition idéale pour des félins en quête d'un nouveau territoire. Dès le lendemain matin, ils mirent leur plan à exécution. La ration de nourriture fut légèrement réduite et déposée un peu plus loin de l'abri habituel, dans la direction de la vallée choisie. Chaque jour qui suivrait, ils déplaceraient progressivement le point de nourrissage, créant un chemin invisible qui, espérait-il, guiderait naturellement la mère et son petit vers un habitat plus sûr. Sophie, pendant ce temps, prépara méticuleusement des doses plus concentrées de compléments nutritionnels visant à accélérer le développement et la force du chaton. « C'est comme un programme accéléré », expliqua-t-elle. « Normalement, je n'approuverai jamais une telle intervention, mais les circonstances sont exceptionnelles. » Le soir du 3e jour après la visite des agents forestiers, alors qu'ils vérifiaient les images de la journée, une séquence particulière attira leur attention. Pour la première fois, la mère lynx avait permis à son petit de sortir de l'abri et de l'accompagner sur une courte distance. Le chaton, bien que toujours maladroit, montrait une curiosité et une énergie remarquables, bondissant maladroitement après des feuilles portées par le vent et pratiquant ses griffes sur l'écorce d'un tronc tombé. « C'est extraordinaire », murmura Sophie, les yeux rivés sur l'écran, où le petit phénix explorait son environnement calciné avec une curiosité toute féline. Regardez sa démarche. Il est encore maladroit, mais il y a une force dans ses mouvements qui n'existait pas il y a quelques jours. Marc et Thomas observaient la scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Ce développement était encourageant, certes, mais le temps jouait contre eux. Chaque jour qui passait les rapprochait de l'arrivée des équipes de reboisement. « Il faut accélérer notre plan », décida Marc. « Dès demain, nous commencerons à déplacer les points de nourrissage sur des distances plus importantes. »« Tu penses qu'ils suivront ?» demanda Thomas, son scepticisme habituel refaisant surface. Sophie intervint avant que Marc ne puisse répondre. « La mère est intelligente. Elle a déjà établi une connexion entre nos dépôts de nourriture et la survie de son petit. Si nous créons un chemin suffisamment évident, je pense qu'elle le suivra. »
Le lendemain matin, ils mirent leur plan accéléré en action. La première station de nourrissage fut établie à près de 500 mètres de l'abri temporaire, dans la direction de la vallée préservée qu'ils avaient identifiée comme destination idéale. Sophie avait préparé une ration particulièrement appétissante, enrichie de compléments nutritionnels et d'odeurs attractives pour un félin. J'ai ajouté quelques gouttes d'huile de valériane, expliqua-t-elle en disposant soigneusement la nourriture. C'est irrésistible pour les félins, même sauvages. Ça devrait l'encourager à s'aventurer plus loin. Marc, qui observait les alentours avec ses jumelles, hocha la tête d'un air approbateur, puis son expression changea soudainement. « Baissez-vous » siffla-t-il, se plaquant lui-même contre le sol. Sophie et Thomas obéirent instantanément, leur instinct de survie en milieu sauvage prenant le dessus. « Qu'est-ce que c'est » murmura Thomas. « Elle est là » répondit Marc, pointant discrètement vers un amas de rochers calcinés à environ 40 mètres de leur position. « Elle nous observe. » En effet, parfaitement immobile et presque indiscernable parmi les ombres des rochers, la femelle lynx les surveillait. Ses yeux dorés, fixes et attentifs, ne manquaient aucun de leurs mouvements. Plus surprenant encore, le petit phénix se tenait à ses côtés, sa curiosité naturelle visiblement en conflit avec la prudence instinctive transmise par sa mère. « Elle nous a laissé approcher délibérément », chuchota Sophie fascinée. Elle aurait pu rester cachée ou s'enfuir avec le petit, mais elle a choisi de se montrer. « Tu crois qu'elle comprend ce que nous essayons de faire ?» demanda Thomas, incapable de détacher son regard de la scène extraordinaire. Sophie secoua légèrement la tête. « Pas dans le sens où nous l'entendons, mais elle a établi une connexion entre notre présence et la disponibilité de nourriture. Et visiblement, elle ne nous perçoit plus comme une menace immédiate. » Ils restèrent immobiles, respirant à peine, tandis que la mère lynx les observait avec une intensité presque palpable. Puis, comme si elle avait pris une décision après ce minutieux examen, elle fit un léger mouvement de tête vers son petit. Ce signal subtil fut immédiatement compris. Le chaton se tapit contre le sol, se fondant dans les ombres, avec une efficacité surprenante pour son jeune âge. La mère s'avança alors, seule, avec une précaution calculée. Elle s'approcha du point de nourrissage, ses sens en alerte maximale, prête à bondir au moindre signe de danger. Arrivée près de la viande préparée par Sophie, elle la renifla longuement, détectant sans doute les odeurs inhabituelles des compléments et de la valériane. Après ce qui sembla une éternité, elle prit la nourriture dans sa gueule et retourna rapidement vers son petit cachet. Ensemble, ils disparurent silencieusement dans le paysage dévasté. « C'est bon signe », affirma Sophie une fois qu'ils furent certains que les félins s'étaient éloignés. Elle a accepté la nourriture malgré sa méfiance naturelle. Et le fait qu'elle ait amené son petit avec elle, tout en le gardant à distance sécuritaire, montre qu'elle commence à lui enseigner la prudence nécessaire à la survie. Les jours suivants confirmèrent cette tendance positive. La mère lynx semblait avoir compris le système mis en place par l'équipe. Chaque nouveau point de nourrissage, établi toujours plus loin dans la direction de la vallée préservée, était découvert et visité. Les caméras installées stratégiquement montraient que la mère et son petit progressaient ensemble, le chaton gagnant visiblement en force et en agilité avec chaque excursion. Il commence à imiter les techniques de chasse de sa mère, nota Thomas avec enthousiasme, alors qu'il visionnait les dernières séquences. L'image montrait Phénix tentant maladroitement de se mettre en position d'affût, copiant la posture caractéristique de sa mère. C'est incroyable comme ces comportements sont innés, même s'ils ont besoin d'être affinés par l'observation et la pratique. Sophie sourit, touchée par cette scène. Les félins sont des chasseurs nés. Même dans cet environnement hostile, les instincts de Phénix s'éveillent. Marc, qui consultait les dernières prévisions météorologiques sur sa tablette, fronça soudain les sourcils. « Nous avons un problème », annonça-t-il gravement.
Une dépression arrive du sud-ouest. Pluie torrentielle attendue dans les 48 heures. Thomas et Sophie échangèrent un regard préoccupé. La pluie était généralement une bénédiction pour les forêts, surtout après un incendie. Mais dans ce cas précis, elle représentait un risque significatif. Le sol est complètement dénudé, sans végétation pour retenir l'eau, expliqua Marc. Avec des pentes aussi abruptes dans certaines zones, nous risquons des coulées de boue importantes. Et notre corridor de migration passe exactement par ces zones à risque, compléta Sophie, comprenant immédiatement l'implication. La situation exigeait une adaptation rapide de leur plan. Ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre que la mère lynx et son petit découvrent par eux-mêmes le danger imminent. Une intervention plus directe devenait nécessaire. Nous devons les déplacer plus rapidement, décida Marc. Accélérer le processus, même si cela signifie prendre plus de risques. Sophie réfléchit intensément, évaluant les options disponibles. « J'ai peut-être une idée, dit-elle finalement, mais c'est peu orthodoxe. » Elle leur expliqua son plan. Au lieu de continuer leur approche graduelle, ils allaient créer une piste olfactive continue, utilisant la valériane et d'autres attractants naturels pour tracer un chemin direct vers la vallée sécurisée. Cette méthode, plus intrusive que leur approche initiale, comportait des risques, notamment celui de créer une dépendance ou de perturber davantage les instincts naturels des félins. Mais face à la menace imminente des pluies et des coulées de boue, les alternatives manquaient. « Ça pourrait fonctionner », admit Thomas après avoir considéré la proposition. Les lynx ont un odorat extrêmement développé. Si la piste est suffisamment convaincante, je n'aime pas forcer leur comportement de cette façon, soupira Sophie, mais je vois mal comment faire autrement dans ces circonstances. La décision prise, ils se mirent immédiatement au travail. Sophie prépara soigneusement son mélange d'attractants olfactifs, tandis que Marc et Thomas rassemblaient l'équipement nécessaire pour parcourir rapidement le terrain accidenté jusqu'à la vallée préservée. Le temps pressait. Les nuages s'accumulaient déjà à l'horizon, annonçant l'arrivée imminente du front pluvieux. À l'aube du jour suivant, équipés de sacs à dos contenant le mélange odorant préparé par Sophie, ils entamèrent leur mission. Le plan était simple en théorie, partir de l'abri temporaire où résidait actuellement la mère et son petit et tracer une piste olfactive continue sur près de 5 kilomètres jusqu'à un site préalablement identifié dans la vallée, préservé comme idéal pour l'installation d'un nouveau territoire. La progression était difficile. Le terrain, déjà accidenté naturellement, était rendu encore plus traître par les ravages de l'incendie. Des troncs calcinés bloquaient régulièrement leur passage et le sol instable se dérobait parfois sous leurs pieds. Sophie diffusait méticuleusement le mélange attractif tous les 10 mètres environ, créant une piste que même un lynx au flair moins développé ne pourrait manquer. Ils avaient parcouru environ la moitié du trajet lorsque Marc, qui ouvrait la marche, s'arrêta brusquement. « Regardez », murmura-t-il, pointant vers une crête rocheuse qui surplombait leur position. Là-haut, parfaitement visible contre le ciel assombri par les nuages approchants, se tenait la femelle lynx. Immobile, majestueuse malgré son corps encore marqué par les épreuves récentes, elle les observait. Et à ses côtés, imitant sa posture attentive, le petit phénix suivait leur progression avec une curiosité évidente. « Ils nous suivent », murmura Sophie, mêlant stupéfaction et émerveillement dans sa voix. Thomas, qui observait la scène avec des jumelles, hocha lentement la tête. À distance prudente, mais délibérément. Je n'aurais jamais cru voir ça. Marc resta silencieux, son regard rivé sur les 2 silhouettes félines qui se détachaient contre le ciel menaçant. Dans toute sa carrière, il n'avait jamais été témoin d'un comportement aussi inhabituel chez un prédateur sauvage. Les lynx, particulièrement, étaient connus pour leur discrétion et leur méfiance instinctive envers les humains. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda finalement Thomas, brisant le silence contemplatif qui s'était installé. « On continue comme prévu ou on change de stratégie ?»
Sophie observa attentivement les nuages qui s'amoncelaient à l'horizon, puis reporta son regard sur les félins. Nous continuons. Mais peut-être pouvons-nous ralentir légèrement notre progression, leur permettre de nous suivre à leur rythme. Si la mer a compris ce que nous faisons, c'est risqué avec la pluie qui arrive, objecta Marc, toujours pragmatique. Mais je comprends ton raisonnement. S'ils nous suivent déjà de leur propre initiative, forcer le rythme pourrait les effrayer et compromettre tout notre travail. Ils reprirent leur avancée, diffusant toujours la piste olfactive, mais avec une attention redoublée à leur environnement. Régulièrement, l'un d'eux jetait un coup d'œil discret vers l'arrière, confirmant que les lynx continuaient effectivement à les suivre, se déplaçant furtivement d'un couvert à l'autre, toujours à distance respectueuse. Le paysage changeait progressivement à mesure qu'ils approchaient de la vallée préservée. Les signes de dévastation de l'incendie s'estompaient peu à peu, laissant place à une végétation de plus en plus verdoyante. Ce contraste saisissant entre la désolation et la vie semblait avoir un effet visible même sur les félins. La mer s'arrêtait parfois pour humer l'air, ses narines frémissantes, captant sans doute les odeurs de vie et de proie potentielle émanant de la vallée. Ils avaient parcouru environ les 3/4 du trajet lorsque les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. D'abord éparses, elles s'intensifièrent rapidement, formant un rideau dense qui réduisait considérablement la visibilité. « Ça se dégrade plus vite que prévu », constata Marc, scrutant le ciel d'un air soucieux. « Nous devons accélérer. » Sophie, dont les cheveux étaient déjà plaqués contre son visage par la pluie battante, acquiesça. Elle versa une quantité plus généreuse du mélange attractif, compensant la dilution causée par l'eau qui ruisselait désormais sur toutes les surfaces. « Tu crois qu'ils nous suivent toujours ?» demanda Thomas, essuyant vainement ses lunettes embuées. Marc se retourna, plissant les yeux pour tenter de percer le rideau de pluie. Impossible à dire, avec cette visibilité. Un éclair déchira soudain le ciel, suivi presque immédiatement par un grondement de tonnerre assourdissant. L'orage était maintenant au-dessus d'eux, ajoutant une nouvelle urgence à leur mission. « On continue », décida Marc. « On est trop près du but pour renoncer maintenant. » Ils progressèrent péniblement, glissant parfois sur le sol qui se transformait rapidement en boue. La pluie, en plus de rendre leur avancée difficile, créait déjà de petits ruissellements sur les pentes, préfigurant les coulées plus importantes que Marc redoutait. Après une vingtaine de minutes supplémentaires de marche acharnée, ils atteignirent enfin l'entrée de la vallée préservée. Ici, protégés par la canopée dense des arbres épargnés par l'incendie, la pluie était légèrement atténuée, offrant un répit bienvenu. « Nous y sommes », annonça Sophie, soulagée mais inquiète. « Mais ont-ils réussi à nous suivre ?» Ils scrutèrent la lisière de la forêt brûlée qu'ils venèrent de quitter, cherchant le moindre signe des félins. La pluie battante et la pénombre grandissante rendaient toute observation difficile. « Regardez !» s'exclama soudain Thomas, pointant vers un rocher proéminent à environ 100 mètres de leur position. Là, presque invisible pour un œil non averti, se tenait la femelle lynx. Elle était immobile, l'eau ruisselant sur son pelage tacheté, ses yeux dorés fixés sur eux avec une intensité indéchiffrable. De son petit, cependant, nulle trace. « Où est Phénix ?» murmura Sophie, son inquiétude transparaissant clairement. Comme en réponse à sa question, un petit mouvement attira leur attention. Le chaton émergea de derrière les pattes de sa mère, visiblement intimidé par l'environnement inconnu et les conditions météorologiques hostiles, mais toujours curieux. « Ils ont réussi », souffla Marc, un sourire se dessinant sur son visage fatigué. « Ils nous ont suivis jusqu'ici. » Sophie sortit rapidement de son sac la dernière portion de nourriture préparée, enrichie en compléments nutritionnels. Avec des gestes délibérément lents et visibles, elle la déposa sur un tronc d'arbre tombé, à mi-chemin entre leur position et celle des lynx. « Une dernière offrande », expliqua-t-elle, pour les encourager à explorer ce nouvel environnement.
Ils se retirèrent ensuite à bonne distance, trouvant refuge sous un grand chêne dont le feuillage épais offrait une protection relative contre la pluie qui continuait de tomber avec force. De leur position, ils observèrent la mère lynx qui, après une longue hésitation, s'approcha prudemment de la nourriture déposée. Son petit restait en retrait, partiellement dissimulé dans les hautes herbes qui bordaient cette partie de la vallée. La femelle renifla longuement l'offrande, puis, semblant satisfaite, la prit délicatement dans sa gueule et retourna vers son petit. Ensemble, ils disparurent dans la végétation dense. « Mission accomplie », déclara Marc, une satisfaction évidente dans sa voix. « Pas tout à fait », tempéra Sophie. « Ils ont atteint la vallée, certes, mais nous devons nous assurer qu'ils y restent, qu'ils ne tentent pas de retourner vers leur ancien territoire. » « Avec cette pluie, » intervint Thomas, « les coulées de boue vont probablement rendre le chemin du retour impraticable, même pour des félins aussi agiles. » Sophie acquiesça pensivement. « C'est possible, mais nous ne pouvons pas compter uniquement sur ça. Il nous faudra maintenir une surveillance discrète pendant quelques jours au moins. » La pluie s'intensifia encore, et un grondement sourd, différent de celui du tonnerre, leur parvint depuis les pentes dénudées qu'ils avaient traversées plus tôt. « Ça a commencé », constata sombrement Marc. Les premières coulées de boue. Ils échangèrent des regards graves, conscients du danger qu'ils avaient eux-mêmes frôlé et du timing providentiel de leur intervention pour les lynx. Quelques heures plus tard, le passage vers la vallée aurait été potentiellement infranchissable. La nuit tombait rapidement, accentuée par l'obscurité des nuages d'orage. Ils décidèrent d'établir un campement temporaire à la lisière de la vallée, sous le couvert des arbres qui les protégeaient partiellement des éléments déchaînés, tandis que Thomas s'affairait à installer une bâche imperméable entre plusieurs troncs pour créer un abri de fortune. Sophie consultait les dernières images capturées par son appareil photo. « Regarde ça », dit-elle à Marc, lui montrant un cliché particulier qu'elle avait pris juste avant que les lynx ne disparaissent dans la végétation. La photo, malgré les conditions difficiles, était remarquablement claire. Elle montrait la mer et son petit côte à côte, leurs silhouettes se détachant contre le paysage verdoyant de la vallée. Mais ce qui frappait particulièrement, c'était l'expression du chaton, une curiosité évidente, presque enthousiaste, face à ce nouveau monde qui s'ouvrait devant lui. « Il n'a pas peur », remarqua Marc, malgré tout ce qu'il a traversé. Sophie hocha la tête, émue. La résilience de la nature est parfois stupéfiante. Ce petit a survécu à un incendie dévastateur, à la déshydratation, à la faim, et le voilà prêt à explorer un nouveau territoire avec une curiosité intacte. Leur conversation fut interrompue par l'appel de Thomas, qui avait terminé d'installer l'abri de fortune. Ils s'y réfugièrent tous les trois, reconnaissant pour cette protection rudimentaire contre la pluie qui continuait de tomber avec violence. La nuit fut difficile, ponctuée par le rugissement de l'orage et les bruits inquiétants des coulées de boue qui dévalaient les pentes environnantes. Mais malgré l'inconfort et l'inquiétude, un sentiment d'accomplissement les habitait tous. À l'aube, la pluie avait cessé, bien que le ciel restât chargé de nuages menaçants. Ils émergèrent de leur abri improvisé, courbaturés mais déterminés à vérifier l'état de la situation. Le paysage qui s'offrait à eux confirmait leurs craintes. Plusieurs sections du chemin qu'ils avaient emprunté la veille étaient désormais recouvertes de coulées de boue et de débris. Le timing de leur intervention avait vraiment été crucial. On devrait pouvoir retourner au camp de base en contournant par l'ouest, suggéra Marc après avoir étudié la carte et les dégâts visibles. C'est un détour, mais ça semble être le passage le plus sûr. Avant de partir, cependant, ils tenaient à s'assurer que les lynx s'étaient bien adaptés à leur nouvel environnement. Ils s'enfoncèrent prudemment dans la vallée, suivant ce qui semblait être des traces fraîches dans la boue molle. Après environ 20 minutes de progression silencieuse, Sophie, qui marchait en tête, s'arrêta brusquement et fit signe aux autres de rester immobiles,
à environ 50 mètres devant eux, dans une petite clairière baignée par les premiers rayons de soleil qui perçaient à travers les nuages, la mère lynx était occupée à apprendre à son petit à chasser. La scène qui se déroulait devant eux était d'une beauté saisissante, presque primitive. La mère lynx, parfaitement camouflée malgré son pelage roux distinctif, démontrait à son petit les subtilités de l'approche furtive. Elle se déplaçait avec une grâce fluide, chaque muscle de son corps parfaitement contrôlé, chaque pas posé avec une précision millimétrée pour éviter le moindre craquement de brindille qui pourrait trahir sa présence. Le petit phénix, à quelques mètres derrière elle, imitait ses mouvements avec une concentration absolue. Bien que sa démarche manquât encore de la finesse de celle de sa mère, l'intention et la compréhension étaient clairement visibles. Parfois, il s'arrêtait, semblant sentir que quelque chose n'allait pas dans sa posture ou son approche, puis réajustait sa position en observant attentivement sa mère. « C'est fascinant », murmura Sophie, qui filmait la scène avec son téléobjectif. On assiste littéralement à la transmission de connaissances entre générations. Ces comportements de chasse sont partiellement instinctifs, bien sûr, mais il y a une composante d'apprentissage cruciale. Marc et Thomas observaient en silence, conscients du privilège rare qui leur était accordé. Peu d'humains avaient eu l'occasion d'observer de si près cet aspect intime de la vie sauvage. Soudain, la mère lynx se figea. Ses oreilles pivotèrent vers une direction précise, captant un son imperceptible pour les humains. Dans un mouvement presque imperceptible, elle fit signe à son petit de rester immobile, une communication silencieuse, mais parfaitement comprise par le chaton qui s'aplatit instantanément contre le sol humide. Les trois observateurs retinrent leur souffle, craignant d'avoir été repérés. Mais l'attention du félin était dirigée ailleurs. Ses yeux dorés étaient fixés sur un point précis dans les hautes herbes, à environ 20 mètres de sa position. Avec une patience infinie, elle attendit, immobile comme une statue. 1 minute passa, puis 2, et soudain, dans un éclair de mouvement si rapide que l'œil humain pouvait à peine le suivre, elle bondit. Un bref froissement dans les herbes, un couinement étouffé, et elle réapparut, tenant un lapin de Garenne dans sa gueule. Premier petit déjeuner dans leur nouveau territoire, commenta doucement Thomas. C'est bon signe. La mère retourna vers son petit, déposant la proie devant lui. Mais au lieu de commencer immédiatement à se nourrir, elle sembla lui donner une leçon supplémentaire, montrant comment achever proprement la proie, puis comment commencer à la consommer efficacement. Elle lui enseigne tout, observa Marc, admiratif. Depuis la traque jusqu'à la consommation. Ils observèrent encore quelques minutes cette scène d'apprentissage, puis se retirèrent discrètement, ne voulant pas perturber davantage ce moment crucial. « Je crois qu'on peut partir l'esprit tranquille », déclara Sophie alors qu'ils retournaient vers leur campement temporaire. Ils sont en train de s'adapter parfaitement à leur nouvel environnement. Reste à voir s'ils y resteront, tempéra Thomas, toujours enclin à envisager toutes les possibilités. Les lynx sont territoriaux, mais ils peuvent avoir un lien fort avec leur zone d'origine. Marc hocha la tête pensivement. C'est vrai. Mais cette vallée offre tout ce dont ils ont besoin, eau, nourriture abondante, couvert végétal, et avec les coulées de boue qui ont probablement rendu le chemin du retour impraticable, je pense qu'ils vont s'établir ici, au moins temporairement. Ils atteignirent leur campement et rassemblèrent rapidement leurs affaires. Le chemin du retour promettait d'être difficile, étant donné les dégâts causés par l'orage de la nuit. Effectivement, leur progression fut considérablement plus lente qu'à l'aller. Ils durent contourner plusieurs zones devenues impraticables, ravins remplis de boue visqueuse, passages bloqués par des troncs déracinés charriés par les eaux tumultueuses. À plusieurs reprises, ils furent contraints de rebrousser chemin et de trouver des alternatives, allongeant significativement leur parcours. L'équipe de reboisement va avoir du travail supplémentaire, nota Thomas,
alors qu'ils traversaient une zone particulièrement dévastée. Ces coulées ont emporté une bonne partie du sol superficiel. Ça va compliquer la reprise de la végétation. C'est le cycle de la dévastation, répondit Sophie. L'incendie détruit la végétation, puis les pluies emportent le sol non protégé. C'est pour ça que la reforestation rapide est si importante, mais pas au détriment de la faune survivante. Après près de 4 heures de marche éprouvante, ils aperçurent enfin le camp de base, mais leur soulagement fut de courte durée. 2 véhicules officiels étaient stationnés près des tentes, une Jeep de l'Office national des forêts, qu'ils reconnaissaient comme celle des agents rencontrés précédemment, et un SUV portant l'emblème du ministère de l'Environnement. « Problèmes en vue », murmura Marc, ralentissant instinctivement son pas. En approchant du camp, ils repérèrent immédiatement l'agent Gabriel Moreau en grande conversation avec une femme en tailleur strict qui dégageait une aura d'autorité indéniable. L'expression de Moreau s'assombrit visiblement lorsqu'il les aperçut. « Capitaine Lefebvre », appela-t-il d'une voix tendue, « nous vous cherchions. Vous et votre équipe avez manqué le briefing de ce matin sur le début des opérations de reboisement. » Marc s'avança, adoptant une posture professionnelle malgré ses vêtements couverts de boue et son évidente fatigue. « Agent Moreau, nous étions en mission de surveillance dans le secteur nord. La tempête de cette nuit a provoqué d'importantes coulées de boue qui ont compliqué notre retour. » La femme en tailleur s'approcha, son regard scrutateur passant de Marc à Sophie, puis à Thomas. « Madame Elisabeth Fournier, directrice régionale du ministère de l'Environnement, se présenta-t-elle. J'aimerais comprendre exactement quelle mission de surveillance vous a conduit à passer la nuit hors du camp, sans communication radio pendant plus de 12 heures, alors que des alertes météorologiques avaient été émises. » Le ton ne laissait aucun doute sur le scepticisme et la désapprobation qu'elle ressentait. Marc sentit Sophie et Thomas se tendre à ses côtés, conscients comme lui de la précarité de leur situation. Leur intervention non autorisée auprès de la faune sauvage pourrait avoir des conséquences professionnelles sérieuses, particulièrement pour Sophie, dont la licence vétérinaire pourrait être remise en question. « Madame la directrice, répondit Marc, optant pour la transparence, nous avons effectivement conduit une opération qui dépassait le cadre strict de notre mission initiale. Si vous me le permettez, j'aimerais vous expliquer nos motivations et les résultats obtenus. » Madame Fournier croisa les bras, son expression restant sévère mais attentive. « Je vous écoute, capitaine, mais sachez que votre explication a intérêt à être convaincante. » Pendant les 20 minutes qui suivirent, Marc, occasionnellement complété par Sophie pour les aspects techniques, exposa l'ensemble de leurs découvertes et de leur intervention. Il raconta la découverte de la tanière détruite, la survie miraculeuse du chaton, leur décision d'apporter une aide temporaire, puis l'urgence créée par l'arrivée imminente des équipes de reboisement et des intempéries prévues. Au fur et à mesure de son récit, l'expression de Madame Fournier passa de la stricte désapprobation à un intérêt non dissimulé. Lorsque Sophie présenta les photos et vidéos documentant l'évolution du petit phénix et le succès de leur relocalisation, même l'agent Moreau sembla impressionné. « Vous réalisez, bien sûr, que vous avez outrepassé vos attributions, » déclara finalement Madame Fournier. « Intervenir auprès d'une espèce protégée sans autorisation préalable est une infraction aux protocoles établis. Nous en sommes parfaitement conscients, admit Marc, mais nous étions confrontés à une situation exceptionnelle qui exigeait une réponse rapide. Le temps de demander les autorisations officielles, il aurait probablement été trop tard. La directrice sembla considérer cet argument, son regard alternant entre les 3 intervenants et les images impressionnantes qu'ils avaient recueillies. Ce que vous avez accompli est remarquable d'un point de vue écologique et scientifique, concéda-t-elle finalement. Mais cela ne change rien au fait que vous avez contourné les procédures officielles. Un silence tendu s'installa, chacun attendant le verdict qui déterminerait les conséquences de leur initiative. « Voici ce que je propose, » reprit Madame Fournier après un long moment de réflexion. «
Plutôt que de sanctionner cette intervention, nous allons la transformer en projet pilote officiel, un programme de suivi et d'assistance minimale à la faune survivante post-incendie, avec des protocoles stricts mais suffisamment flexibles pour permettre des actions rapides lorsque nécessaire. Les 3 collègues échangèrent des regards surpris mais soulagés. « Docteur Laurent », continua la directrice en se tournant vers Sophie, « votre expertise serait précieuse pour élaborer ces protocoles. Seriez-vous disposé à collaborer avec nos équipes scientifiques sur ce projet ?» Sophie acquiesça vivement. « Ce serait un honneur, Madame la directrice. Quant à vous, capitaine Lefebvre, j'aimerais que vous documentiez en détail votre intervention, méthodologie, ressources utilisées, défis rencontrés. Cela servira de base pour de futures opérations similaires. » Marc accepta cette mission avec soulagement, reconnaissant que leur action controversée allait finalement contribuer à améliorer les pratiques officielles, plutôt que de leur valoir des sanctions. Les 2 semaines qui suivirent transformèrent complètement la nature de leur mission. Ce qui avait commencé comme une intervention discrète, presque clandestine, était devenu un projet officiel bénéficiant de ressources conséquentes et d'une attention médiatique grandissante. Le projet Phénix, comme l'avait baptisé Madame Fournier avec un sens aigu de la communication, s'était rapidement imposé comme une initiative phare du ministère de l'Environnement. La symbolique était puissante. Un jeune lynx survivant miraculeusement à un incendie dévastateur, puis s'adaptant à un nouvel environnement avec l'aide mesurée des humains, devenait l'emblème parfait d'une approche plus nuancée de la conservation. « Je n'aurais jamais imaginé que notre petite opération de sauvetage prendrait une telle ampleur », confia Marc à Sophie, alors qu'il supervisait l'installation d'un système de caméras haute définition à l'entrée de la vallée préservée. Sophie, qui ajustait les paramètres d'une caméra thermique spécialement conçue pour la surveillance nocturne, sourit. « C'est incroyable ce qu'une bonne histoire peut accomplir. Les gens ont besoin d'espoir, surtout face aux catastrophes environnementales qui semblent se multiplier. » Thomas, qui revenait d'une reconnaissance plus profonde dans la vallée, les rejoignit avec des nouvelles enthousiasmantes. Ils ont établi leur territoire près du ruisseau Est, exactement là où nous espérions. La zone offre une excellente couverture végétale et abonde en proie. J'ai repéré des traces fraîches ce matin. La mère chasse régulièrement et le petit commence à participer activement. Cette confirmation que les lynx s'adaptaient parfaitement à leur nouveau territoire était exactement ce dont ils avaient besoin. Le programme de reboisement avait débuté dans les zones dévastées, avec une modification majeure de la planification initiale. Le corridor emprunté par les lynx lors de leur relocalisation avait été délibérément exclu de la première phase des travaux, créant une zone tampon qui leur permettrait de circuler entre les 2 territoires si nécessaire. Les dernières analyses des échantillons de sol sont encourageantes, ajouta Thomas, qui collaborait désormais étroitement avec les équipes scientifiques du projet. La régénération naturelle commence déjà dans certaines zones, plus rapidement que prévu. Dans 6 mois, les premières pousses significatives devraient apparaître et dans un an, le paysage sera méconnaissable, compléta Sophie. La nature a une capacité de résilience extraordinaire quand on lui en donne la chance. Le projet avait également transformé leur trajectoire professionnelle. Marc avait été officiellement détaché de son unité de pompiers forestiers pour diriger les aspects logistiques et sécuritaires du projet Phénix. Sophie avait obtenu un congé prolongé de la clinique vétérinaire et était désormais consultante principale pour les questions de santé animale et de comportement. Quant à Thomas, ses connaissances en biologie forestière et en écologie s'étaient avérées inestimables pour créer des synergies entre le programme de reboisement et les initiatives de protection de la faune. Cet après-midi-là, ils reçurent une visite importante. Madame Fournier arrivait en compagnie d'une équipe de tournage d'une chaîne de télévision nationale qui préparait un documentaire sur la renaissance de la forêt après l'incendie. « Tout est prêt pour la présentation ?» demanda-t-elle à Marc,
tandis que les techniciens déchargeaient leur équipement. Nous avons compilé les meilleures séquences des 2 dernières semaines, confirma-t-il. Et les cartes de territoire et de déplacement sont à jour. Sophie a également préparé un rapport détaillé sur l'évolution comportementale du chaton. La présentation se déroula dans une tente spécialement aménagée à la lisière de la forêt. Sur un grand écran, les images captées par leur caméra montraient l'évolution remarquable du jeune phénix. D'un chaton faible et déshydraté, il s'était transformé en un jeune lynx alerte et joueur, dont les compétences de chasse se développaient à vue d'œil. Ce qui est particulièrement fascinant, expliquait Sophie au journaliste captivé, c'est la rapidité avec laquelle il a intégré les enseignements de sa mère. En temps normal, cette période d'apprentissage s'étale sur plusieurs mois, mais Phénix semble avoir accéléré son développement, comme s'il sentait l'urgence de sa situation. Les séquences les plus impressionnantes montraient le petit lynx s'exerçant à la traque sur des proies non comestibles, feuilles portées par le vent, petits cailloux déplacés par le courant du ruisseau, perfectionnant sa coordination et sa précision sous l'œil attentif de sa mère. « Et concernant la mère ?» demanda une journaliste. « Avez-vous observé des comportements inhabituels depuis la relocalisation ?» Sophie échangea un regard avec Marc avant de répondre. C'était une question délicate, car ce qu'ils avaient observé récemment les préoccupait. « Effectivement, » admit-elle finalement. Malgré l'abondance de ressources dans la vallée, la mer retourne occasionnellement dans la zone brûlée. Ses excursions sont brèves et elle laisse toujours son petit dans la sécurité de la vallée, mais elles sont significatives d'un point de vue comportemental. Un murmure parcourut l'assistance. Madame Fournier fronça légèrement les sourcils, visiblement préoccupée par cette information qui n'avait pas été incluse dans les rapports officiels. « Quelle est votre interprétation de ce comportement ?» insista la journaliste. Sophie prit un moment pour formuler sa réponse avec précaution. Les lynx, comme beaucoup de prédateurs territoriaux, créent des liens profonds avec leur environnement. Nous pensons que ces retours sont une forme de deuil, ou peut-être une vérification instinctive qu'aucun autre de ces petits n'a survécu. Certains biologistes parlent de cartographie émotionnelle du territoire chez les grands félins. La conférence de presse se poursuivit, mais un malaise subtil s'était installé. Après le départ des journalistes, Madame Fournier convoqua immédiatement l'équipe pour une discussion à huis clos. « Pourquoi n'ai-je pas été informée de ces retours dans la zone brûlée ?» demanda-t-elle sans préambule, son ton révélant une frustration contenue. Marc prit la responsabilité. « Nous avons détecté ce comportement il y a seulement 3 jours, et nous voulions avoir plus d'observations avant d'en tirer des conclusions hâtives. Ces excursions interfèrent-elles avec les opérations de reboisement ?» s'enquit-elle, allant droit au cœur de sa préoccupation. Thomas secoua la tête. « Pas pour l'instant. Elle évite soigneusement les zones où les équipes travaillent, se déplaçant principalement à l'aube ou au crépuscule quand l'activité humaine est minimale. » Madame Fournier se radoucit légèrement. « Je comprends votre approche scientifique, mais rappelez-vous que ce projet a aussi une dimension politique et médiatique. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est qu'un travailleur forestier tombe nez à nez avec un lynx stressé. Nous allons intensifier la surveillance et créer un système d'alerte en temps réel, » proposa Marc. « Si la mer quitte la vallée, les équipes de terrain seront immédiatement prévenues. » Cette solution sembla satisfaire temporairement la directrice, mais après son départ, l'équipe resta préoccupée. « Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas complètement dans son comportement, » admit Sophie, parcourant les dernières séquences vidéo montrant la femelle lynx traversant furtivement la zone carbonisée. Ces excursions suivent un schéma trop précis pour être aléatoires. Marc examina la carte où ils avaient marqué les trajets de la mer. « Tu as raison. Elle ne visite pas simplement son ancien territoire, elle suit un chemin spécifique à chaque fois, explorant systématiquement différentes sections de la forêt brûlée. » « Comme si elle cherchait quelque chose, » murmura Thomas. « Ou quelqu'un. » Cette possibilité,
qu'ils avaient tous envisagé mais hésité à exprimer à haute voix, semblait soudain plus plausible. « Est-ce possible qu'il y ait eu d'autres survivants ?» demanda Marc, donnant finalement voix à leur inquiétude collective. « D'autres chatons que nous n'avons pas trouvés ?» Sophie secoua la tête, incertaine. « Statistiquement, c'est hautement improbable. La survie de Phénix était déjà un miracle en soi, mais les animaux savent parfois des choses que nous ignorons, compléta Thomas. Ils décidèrent d'une nouvelle approche. Au lieu de simplement observer les déplacements de la mer à distance, ils suivraient discrètement son prochain trajet dans la zone brûlée, en maintenant une distance respectueuse, mais suffisamment proche pour comprendre ce qu'elle cherchait réellement. L'occasion se présenta 3 jours plus tard. Les capteurs placés stratégiquement à l'entrée de la vallée alertèrent l'équipe que la femelle lynx quittait son nouveau territoire, suivant le même chemin que lors de ses précédentes excursions. Équipés de tenues camouflées et de matériel d'observation spécialisé, Marc, Sophie et Thomas se préparaient à suivre la femelle lynx dans son mystérieux périple. Ils avaient pris toutes les précautions nécessaires, leurs vêtements avaient été traités pour minimiser leur odeur humaine, leurs mouvements seraient coordonnés par signes silencieux et ils maintiendraient une distance suffisante pour ne pas perturber l'animal. « Rappelez-vous » murmura Sophie alors qu'ils observaient le lynx s'éloigner de la vallée. « Nous sommes là pour comprendre, pas pour intervenir. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle trouve, nous restons observateurs. » Marc et Thomas acquiescèrent solennellement. Cette excursion n'était pas seulement une question de curiosité scientifique, elle pourrait potentiellement révéler des aspects cruciaux du comportement des prédateurs après une catastrophe environnementale, des informations précieuses pour le projet dans son ensemble. Ils commencèrent à suivre le félin, maintenant une distance d'environ 100 mètres. La mère lynx progressait avec une détermination évidente, son pas assuré suggérant qu'elle suivait un itinéraire bien établi. Elle traversait le paysage calciné avec une aisance née de la familiarité, son pelage tacheté se fondant étonnamment bien parmi les troncs noircis et les ombres dansantes du matin. Elle suit exactement le même chemin que lors de sa dernière excursion, nota Thomas qui consultait discrètement la tablette où étaient enregistrés les trajets précédents du félin. À quelques mètres près, c'est identique. Sophie observait attentivement le comportement de l'animal à travers ses jumelles. Regardez comment elle s'arrête régulièrement pour humer l'air et écouter. Ce n'est pas simplement une exploration aléatoire, elle cherche quelque chose de spécifique. Pendant près d'1 heure, ils suivirent la progression méthodique du lynx à travers la forêt dévastée. Le paysage changeait subtilement à mesure qu'il s'enfonçait dans des zones que l'équipe n'avait pas explorées précédemment. Ici, l'incendie semblait avoir été particulièrement violent, ne laissant que des squelettes d'arbres aux branches tendues vers le ciel comme des mains suppliantes. Soudain, la femelle lynx s'arrêta. Son corps entier se tendit, ses oreilles pointues pivotant rapidement pour capter le moindre son, puis, sans avertissement, elle accéléra, abandonnant sa prudence habituelle pour une course déterminée. « Elle a repéré quelque chose », chuchota Marc, accélérant lui aussi le pas pour ne pas perdre la trace du félin. Ils suivirent sa progression jusqu'à une zone où plusieurs grands arbres s'étaient effondrés, créant un enchevêtrement complexe de troncs et de branches carbonisées. La mère lynx s'arrêta au bord de cette structure naturelle, émettant un son étrange, à mi-chemin entre un miaulement et un appel plus profond, distinctement différent de ses vocalisations habituelles. « C'est un appel de rassemblement », expliqua Sophie, son excitation professionnelle perceptible malgré son murmure contenu, le type de son qu'une mère utilise pour appeler ses petits. Ils attendirent, retenant leur souffle. Le lynx répéta son appel, plus insistant cette fois, puis à leur stupéfaction collective, un faible miaulement lui répondit depuis les profondeurs de l'enchevêtrement de troncs. « Mon Dieu !» souffla Thomas, incrédule. « Il y a vraiment quelqu'un là-dedans. » La mère lynx s'engagea immédiatement dans la structure, se faufilant avec agilité entre les branches carbonisées.
Les 3 observateurs s'approchèrent prudemment, cherchant une position qui leur permettrait de voir sans risquer d'être détectés ou de provoquer un effondrement de la fragile construction. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Au cœur de l'enchevêtrement, dans une petite cavité protégée, se trouvait un autre chaton. Contrairement à Phénix, ce petit était visiblement en mauvais état, maigre, son pelage terne et emmêlé, l'une de ses pattes arrière semblant blessée ou déformée. « Un deuxième survivant », murmura Marc abasourdi. « Mais comment ?» Sophie observait intensément la scène, son esprit analytique tentant de reconstituer le puzzle. La structure a dû créer une poche protectrice pendant l'incendie, comme pour Phénix, mais ce petit semble blessé, probablement incapable de se déplacer efficacement. La mère a dû être forcée de choisir lequel sauver en premier, quand nous l'avons guidé vers la vallée. Et elle est revenue chercher le second dès qu'elle a établi Phénix dans un environnement sûr, compléta Thomas. Mais pourquoi n'a-t-elle pas réussi à le ramener? La réponse devint évidente alors qu'ils observaient les interactions entre la mère et le chaton rescapé. Elle tentait de le stimuler avec des léchages vigoureux, l'encourageant à se lever et à la suivre, mais le petit, bien qu'il répondît à ses sollicitations, semblait incapable de se déplacer normalement. Sa patte arrière le handicapait sévèrement. Elle lui a apporté de la nourriture, nota Sophie, indiquant les restes d'un petit rongeur près du chaton. Elle l'a maintenu en vie tout ce temps, faisant des allers-retours entre ces 2 petits. Marc sentit une émotion intense l'envahir. Cette mère avait non seulement survécu à l'incendie et sauvé un premier chaton, mais elle avait obstinément refusé d'abandonner son second petit, malgré les obstacles considérables. Cette détermination, cette loyauté féroce envers sa progéniture, transcendait tout ce qu'il croyait savoir sur le comportement animal. « Nous devons intervenir », déclara-t-il soudainement. « Ce petit ne survivra pas sans aide médicale, et la mère s'épuise à essayer de s'occuper de 2 chatons dans des lieux séparés. » Sophie hésita, tiraillée entre son instinct professionnel de non-intervention dans les processus naturels et la réalité évidente de la situation. « Tu as raison », admit-elle finalement. « Ce n'est pas une situation naturelle à la base. L'incendie d'origine humaine a créé ces circonstances exceptionnelles. Une intervention limitée se justifie. » Thomas, toujours pragmatique, formula immédiatement un plan. « Je vais retourner au camp chercher une cage de transport et le matériel vétérinaire. Sophie, tu devrais rester ici pour évaluer l'état du chaton à distance. Marc, tu pourrais commencer à préparer un chemin d'accès plus sûr vers la structure. » Ils se séparèrent, chacun concentré sur sa tâche. Sophie continua d'observer les interactions entre la mère et son petit, notant mentalement chaque détail qui pourrait être utile pour le traitement à venir. Marc commença prudemment à dégager un accès plus direct vers l'enchevêtrement de troncs, prenant soin de ne pas perturber la structure ni d'effrayer les félins. 1 heure plus tard, Thomas revint avec le matériel nécessaire et 2 assistants, un vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage que Madame Fournier avait réquisitionné en urgence et un technicien de l'équipe de secours en milieu difficile. L'intervention fut soigneusement planifiée pour minimiser le stress des animaux. La première étape consisterait à éloigner temporairement la mère en utilisant une distraction, un appât olfactif puissant placé à distance de la structure. Pendant ce court intervalle, l'équipe de secours accéderait à la cavité pour évaluer et récupérer le chaton blessé. « N'oubliez pas », insista Sophie alors qu'ils finalisaient leur plan, « cette mère a déjà traversé un traumatisme considérable. Notre intervention doit être aussi rapide et non invasive que possible. » L'appât fut placé et comme prévu, la curiosité naturelle du lynx l'attira momentanément loin de son petit. L'équipe saisit cette opportunité, se déplaçant rapidement mais silencieusement vers la structure. Le technicien, équipé d'un harnais de sécurité, s'infiltra dans l'enchevêtrement de troncs, guidé par les indications de Sophie sur la localisation exacte du chaton. Les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer indéfiniment.
Marc surveillait la position de la mère lynx, prêt à alerter l'équipe si elle revenait prématurément. Sophie et le vétérinaire attendaient, trousse médicale ouverte, prêts à prodiguer les premiers soins dès l'extraction du chaton. Finalement, le technicien émergea, tenant précautionneusement une petite forme immobile dans une couverture thermique. « Il est vivant », annonça-t-il immédiatement, mais très faible. Le vétérinaire et Sophie se mirent immédiatement au travail, examinant le chaton avec des gestes experts mais doux. Le diagnostic préliminaire confirma leurs craintes: malnutrition sévère, déshydratation et une fracture complexe de la patte arrière qui s'était mal consolidée. « Il va avoir besoin de soins intensifs », déclara le vétérinaire après l'examen complet. « Cette fracture est compliquée et l'état de dénutrition est critique, mais avec les bons soins, il a de bonnes chances de s'en sortir. » La décision fut prise de transporter immédiatement le chaton blessé au centre de réhabilitation de la faune le plus proche, équipé pour les soins spécialisés. Mais cette décision soulevait un dilemme épineux. Comment gérer la situation avec la mère lynx qui reviendrait bientôt pour découvrir son petit disparu? « Elle va être dévastée », murmura Sophie, son regard alternant entre le chaton inconscient dans les bras du vétérinaire et la direction où la mère avait temporairement disparu. Après tous ses efforts pour le maintenir en vie, Marc réfléchit intensément, puis proposa une solution. « Et si nous laissions une piste olfactive, comme nous l'avons fait pour la guider vers la vallée, quelque chose qui la mènerait au centre de réhabilitation, ou du moins assez près pour qu'elle puisse sentir la présence de son petit. »« Ça pourrait fonctionner, » acquiesça Sophie, « mais il y a un risque. Si elle s'approche trop du centre, elle pourrait paniquer face à la concentration d'odeurs humaines et d'activité. » Thomas intervint avec une proposition alternative. « Que diriez-vous d'une solution intermédiaire? Nous pourrions installer un abri temporaire à la lisière de la forêt, près du centre, où le petit pourrait être soigné tout en restant suffisamment proche de sa mère. » Cette suggestion fut unanimement approuvée. Le temps pressait, non seulement pour commencer les soins du chaton blessé, mais aussi pour mettre en place ce dispositif avant que la mère ne revienne et ne découvre la disparition de son petit. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités frénétiques. Tandis que le vétérinaire et son équipe s'occupaient des premiers soins d'urgence pour le chaton, que l'équipe avait officieusement baptisé Eclipse, en raison d'une marque sombre distinctive autour de son œil droit, Marc, Sophie et Thomas coordonnaient la construction de l'installation temporaire. Une petite structure fut rapidement érigée dans une clairière à la lisière de la forêt, à environ 2 km du centre de réhabilitation principal. Conçue pour ressembler à un abri naturel plutôt qu'à une construction humaine, elle offrait néanmoins toutes les facilités nécessaires pour les soins médicaux intensifs dont Eclipse avait besoin. La piste olfactive fut soigneusement créée, partant de l'enchevêtrement de troncs où le chaton avait été trouvé, traversant la forêt calcinée et menant jusqu'à l'abri temporaire. Sophie y avait incorporé non seulement le mélange attractif utilisé précédemment, mais aussi des traces d'odeur prélevées sur Eclipse lui-même, pour que la mère puisse reconnaître sans ambiguïté la piste de son petit. Pendant ce temps, Madame Fournier avait été informée de ce développement inattendu. Sa réaction initiale de surprise s'était rapidement transformée en enthousiasme stratégique. « C'est une opportunité extraordinaire », avait-elle déclaré lors d'une visioconférence d'urgence. Non seulement pour la recherche scientifique, mais aussi pour la sensibilisation du public. 2 chatons survivants, une mère déterminée à les sauver malgré tout, c'est exactement le type d'histoire qui résonne avec les gens. Marc avait accueilli ce soutien avec soulagement, bien qu'il s'inquiétât de la pression médiatique potentielle. « Nous devons absolument préserver la tranquillité de ces animaux », avait-il insisté, particulièrement pendant cette phase critique de réunification et de soins. Madame Fournier avait compris et promis de gérer personnellement l'aspect médiatique, filtrant l'information pour protéger le processus de réhabilitation. Au crépuscule, tout était en place. Eclipse,
stabilisé mais toujours dans un état précaire, reposait dans l'abri temporaire sous la surveillance constante d'une équipe médicale réduite au minimum. Des caméras discrètes avaient été installées tout autour, permettant d'observer à distance sans perturber les animaux. Dans la vallée préservée, une autre équipe surveillait Phoenix, qui semblait sentir que quelque chose d'inhabituel se produisait. Le jeune lynx était plus agité que d'habitude, reniflant fréquemment l'air dans la direction où sa mère avait disparu. La nuit tomba, apportant avec elle une tension palpable. Réunis dans le centre de contrôle improvisé, Marc, Sophie et Thomas observaient les écrans qui montraient les différents points de surveillance, l'enchevêtrement de troncs désormais vides, la piste olfactive jalonnée de capteurs de mouvement, l'abri temporaire où Eclipse recevait ses soins et la vallée où Phoenix attendait impatient. « Elle est revenue », annonça soudain l'opérateur surveillant l'enchevêtrement de troncs. « Et elle cherche son petit. » Ils observèrent, le cœur serré, la mère lynx inspectait frénétiquement la cavité désormais vide, émettant des appels de détresse qui résonnaient douloureusement, même à travers les haut-parleurs du système de surveillance. « C'est le moment crucial », murmura Sophie. « Va-t-elle suivre notre piste ?» Pendant ce qui sembla une éternité, la mère lynx tourna en rond, visiblement désemparée. Puis, soudain, elle s'immobilisa, le museau en l'air, captant une odeur. Sans hésitation, elle s'élança dans la direction de la piste olfactive. « Elle l'a trouvée !» s'exclama Thomas, soulagé. « Elle suit exactement le chemin que nous avons tracé. » Ils suivirent sa progression rapide à travers la forêt brûlée, passant d'une caméra à l'autre à mesure qu'elle approchait de l'abri temporaire. Sa détermination était visible dans chaque foulée puissante, dans la concentration absolue de son regard doré. Lorsqu'elle atteignit finalement la lisière de la forêt, à quelques centaines de mètres de l'abri, elle ralentit, soudain méfiante. L'odeur humaine était plus forte ici, mélangée à des senteurs inconnues de médicaments et d'équipements. « C'est le moment critique », chuchota Sophie, comme si la mère lynx pouvait l'entendre à travers les écrans. Va-t-elle faire confiance à la piste malgré la présence humaine évidente? Pendant près d'une heure, le félin resta à la lisière, hésitant, alternant entre avancées prudentes et reculs nerveux. L'équipe médicale avait été informée de sa présence et observait un silence absolu, minimisant tout mouvement qui pourrait l'effrayer. Puis, comme si elle avait pris une décision après une longue délibération interne, la mère lynx s'avança résolument vers l'abri. Guidée par l'odeur de son petit et poussée par un instinct maternel plus fort que sa méfiance naturelle, elle s'approcha jusqu'à pouvoir observer l'entrée de la structure. À l'intérieur, sentant la présence de sa mère, Eclipse émit un faible miaulement. Ce son, ténu mais indéniable, sembla dissiper les dernières hésitations du félin adulte. En quelques bonds rapides, elle fut à l'entrée de l'abri. L'équipe médicale s'était préparée à ce moment. Suivant le plan établi, ils se retirèrent discrètement dans une section séparée de l'abri, laissant la mère et son petit se retrouver sans interférence humaine directe. Seules les caméras infrarouges permettaient d'observer cette réunion émouvante. Les retrouvailles furent aussi tendres que poignantes. La mère inspecta minutieusement son petit, le léchant doucement, semblant évaluer ses blessures avec une compréhension instinctive de son état. Eclipse, malgré sa faiblesse, répondit aux attentions maternelles avec des mouvements ténus mais évidents de reconnaissance. Elle ne semble pas effrayée par l'environnement médical, observa le vétérinaire surpris. C'est comme si elle comprenait que son petit reçoit des soins. Sophie sourit, émue, mais pas vraiment étonnée. Après tout ce qu'elle a traversé avec nous, je crois qu'elle a développé une forme de, pas exactement de confiance, mais peut-être de reconnaissance que nos interventions ne sont pas menaçantes. Les jours suivants établirent une routine étonnante. La mère lynx alternait entre ses deux petits, passant la majeure partie de la journée avec Phoenix dans la vallée, lui enseignant les techniques de chasse et d'exploration,
puis revenant chaque soir à l'abri temporaire pour veiller sur Eclipse, dont l'état s'améliorait progressivement sous les soins attentifs de l'équipe médicale. Cette situation sans précédent offrait aux chercheurs une occasion unique d'observer les comportements d'adaptation d'un prédateur sauvage face à des circonstances extraordinaires. Les données recueillies enrichissaient considérablement la base scientifique du projet Phénix, attirant l'attention de spécialistes du monde entier. 3 semaines après le sauvetage d'Eclipse, une nouvelle étape fut franchie. Sa fracture, désormais correctement alignée et stabilisée par une attelle légère spécialement conçue, lui permettait de se déplacer avec une autonomie limitée mais croissante. Sa nutrition améliorée avait transformé le chaton émacié en un jeune lynx au pelage brillant et aux yeux vifs, bien que toujours plus petit que son frère. Le moment était venu d'envisager la réunification complète de la famille dans la vallée préservée. Une transition progressive fut planifiée, commençant par de courtes visites d'Eclipse dans la vallée, accompagnées par l'équipe médicale, puis des périodes de plus en plus longues, jusqu'à un transfert définitif. 6 mois après l'incendie dévastateur qui avait failli anéantir cette famille de lynx, un événement spécial fut organisé pour marquer officiellement la conclusion de la phase intensive du projet Phénix. Dans une cérémonie discrète à laquelle assistaient seulement les membres clés de l'équipe et quelques représentants officiels, Madame Fournier dévoila une plaque commémorative à l'entrée de la vallée, désormais officiellement désignée comme sanctuaire de vie sauvage. « Ce que nous avons appris ici, déclara-t-elle dans son discours, va bien au-delà de la simple réhabilitation d'animaux sauvages. Cette mère lynx nous a enseigné une leçon profonde sur la résilience, la détermination et l'amour inconditionnel qui transcendent les espèces. Elle a défié nos attentes, nos théories, et nous a rappelé que face aux catastrophes environnementales croissantes, notre devoir n'est pas seulement de restaurer les écosystèmes, mais aussi de comprendre et de respecter les êtres qui les habitent. » Debout légèrement en retrait, Marc, Sophie et Thomas observaient les premiers signes de renaissance de la forêt brûlée, de jeunes pousses vertes émergeant entre les troncs calcinés, des oiseaux nichant dans les branches qui commençaient à se couvrir de feuilles nouvelles, et, au loin, la silhouette distinctive d'une mère lynx et ses 2 petits, traversant leur territoire en toute confiance, symbole vivant d'un espoir renouvelé.